côté manuscrit. Et puis, on s'est amusé aussi. Il l'avait présenté comme un vaisseau, comme un paquebot, c'est-à-dire ce qui a été fait. Finalement, on y est. Et je me souviens quand j'ai présenté il craignait qu'en ouvrant les portes. Moi, j'en garde des bons souvenirs. On s'était fait des connexions. L'essentiel, c'était les petits conseils. Les petits conseils réunissaient. Les thématiciens, c'est leur métier de sortir des idées nouvelles. Par exemple, la Vetus Latina du reste des Alpes. Qu'est-ce que tu fais là, petit mangeant? Et le tire de là. Un grand lien avec la recherche et avec les chercheurs notamment. Les conscrits et les quatrièmes années, parce que c'était évidemment. Jean-Paul Tullier, professeur des universités, étruscologue, chercheur en littérature latine, en histoire de sport antique. Vous êtes rentré à l'École normale supérieure en 1963. Oui. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui incite à cette découverte du concours et de l'École normale ? Oh, c'est un peu compliqué, c'est à la fois simple et compliqué, parce que moi je ne pensais pas à l'école dans un premier temps, je ne savais pas ce que c'était. Peut-être que j'avais entendu l'expression une fois, mais c'est un professeur, je ne sais plus si c'était en 5e ou en 4e, qui a dit à ma mère qu'il existait ce qu'on appelait à l'époque les IPES. En fait, par d'écrire en long ce que c'est, mais ça permettait en tout cas d'être payé pour faire des études. Et comme mes parents appartenaient à un milieu où les choses n'étaient pas évidentes de ce point de vue, ils m'ont poussé à continuer. Et je me suis retrouvé dans une classe préparatoire, parce que c'était quand même normal, même si je ne pensais pas à une grande école, directement à une grande école, d'avoir une classe préparatoire. Et c'est comme ça que, étant en Cagne à Lyon, j'ai été admissible et finalement admis à ma grande surprise. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'ambiance de l'école normale ici à Ulm pour un Lyonnais? Quelle est la vie d'un conscrit? Quels sont les lieux de sociabilité? Quels sont les groupes? Voilà, comment vous avez comment vous êtes rentré, comment vous avez vécu les premiers moments dans cette école? Oui, si vous voulez bien, on va essayer d'être court, mais je voudrais quand même vous raconter une anecdote à propos du concours, parce que ça illustre un petit peu certains aspects de votre question. Moi, j'étais donc lyonnais, comme je viens de le dire, et j'apprends que je suis admissible. J'étais carré, donc c'était mon premier concours. Et bon, donc on prend le train avec un copain, et je me rappelle dans le train entre Lyon et Paris, parce que c'était long à cette époque, ça durait 5 heures, et ben, j'ai révisé certaines épreuves, en particulier l'histoire ancienne, qu'on n'avait absolument pas préparées pendant l'année, ce qui fait que je n'étais pas du tout sûr de réussir, naturellement. Et on arrive à Paris, et là on était logé au lycée Saint-Louis, pour les gens qui passaient les concours, parce qu'aller à l'hôtel, ça coûtait évidemment un peu cher. Je connaissais personne à Paris. Et seulement au bout de 2 jours, certains camarades qui avaient fini leur concours scientifique ou autre ont évidemment fait les imbéciles, ont jeté des bombes à eau sur les touristes de l'hôtel de luxe qui se trouvait en bas. Et le résultat, c'est qu'on a tous été éjectés du dortoir. Et je me suis retrouvé dans la rue, et avec un copain, justement, on a été prendre une chambre dans un hôtel de la rue Monge. Et le jour de ma première épreuve, ce copain était parti avec la clé de la chambre, et je ne pouvais pas me changer. Et à l'époque, on rigolait pas avec la cravate. Et donc j'ai attendu, il est arrivé quand même au dernier moment, je me suis changé à toute allure, et je suis arrivé ici, de la rue Monge à la rue d'Ulm, en sprintant. Et il faisait chaud, c'est en été déjà, je suis arrivé complètement en nage ici, et c'est comme ça que j'ai passé ma première épreuve, donc sans penser vraiment à la difficulté de l'épreuve, parce que j'étais tellement angoissé par l'histoire de l'horaire et de ma tenue que vraiment tout le reste passait. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que pendant 15 jours,
ça devait être à peu près la durée du concours, hein, si je me souviens bien, je n'ai eu aucun contact avec mes parents, qui n'avaient pas le téléphone. J'ai eu aucun contact. Pour un provincial, j'étais seul à Paris, hein, et je suis resté seul pendant tout le concours. Bon, il y avait quelques personnes que je connaissais, quelques candidats que je connaissais, mais ce n'étaient pas des amis. Hein. Et le premier contact que j'ai eu, c'est quand on a eu les résultats du concours le samedi matin. J'ai envoyé un télégramme de la poste là, de la rue d'Ulm, disant que j'étais admis et que donc j'arrivais le lendemain. Et c'était mon premier contact avec mes parents. Pour vous dire que quand je suis arrivé à l'école, le petit provincial en question, il se trouve que comme j'étais carré en plus, même dans la promotion de Lyon, on était 3 Lyonnais, ils n'étaient pas de la même année. Donc eux, ils se connaissaient un petit peu, moi pas du tout. Et donc, heureusement, j'ai rencontré des camarades progressivement, mais c'était un petit peu, au début, je me suis senti un petit peu seul. Il n'y avait pas de cours, il n'y avait rien. Je me rappelle très bien que le premier cours qui a été affiché, c'était un cours d'épigraphie latine avec un grand professeur, et j'ai sauté là-dessus. Et j'ai été suivre ce cours, qui évidemment n'était pas pour moi, et j'étais terrorisé parce qu'il posait des questions à propos d'empereurs dont je n'avais même jamais entendu le nom jusqu'alors, et je me suis dit, ça y est, ça commence bien, ma carrière va être ruinée, je vais être désigné comme celui qui ne sait rien de toute façon. Et alors après, il y a eu les cours. Et c'était, les lieux de sociabilité, c'était peut-être surtout ce qu'on appelait le pot à l'époque, la cantine. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des amis normaliens, parce qu'on était toujours à peu près à la même table. Et donc là, j'ai vraiment commencé à nouer des liens. Et ce dont je me souviens, à part des cours naturellement, j'étais un bon élève, vous en doutez, donc pour moi, les cours, c'était quelque chose d'absolument nécessaire. À l'époque, il fallait suivre des cours, c'est sûr. Après, bon, on a commencé à prendre un certain recul vis-à-vis de tout ça. Mais non, un de mes principaux souvenirs, grâce à un camarade parisien qui était cinéphile, c'est qu'on allait souvent à la cinémathèque à côté, dans la rue d'Ulm. 1 franc, 1 centime. Tout le problème était d'avoir le centime pour pouvoir rentrer. Et là, j'ai vraiment vu beaucoup de choses. Et j'ai vraiment vu des choses très, très intéressantes. J'ai rencontré des personnages intéressants. Et par exemple, j'ai découvert les films de Pasolini à une époque où il était absolument inconnu encore. C'est ce camarade qui m'avait entraîné là. Il ne serait sans doute pas allé de moi-même. C'était à quel niveau de la rue d'Ulm, cette cinémathèque? C'est là où il y a la salle de l'école, là. C'est là où est l'école maintenant. Ah, d'accord. La grande salle qui est la cinémathèque qui est de l'ENS, en fin de compte. était la cinémathèque. D'accord. Mais c'était la cinémathèque française. Il y avait 2 cinémathèques. Il y en avait une à Chaillot, il y avait 2 salles, une à Chaillot et une ici. Donc c'était la grande cinémathèque. Ouais. Et donc c'est là qu'on passait des films absolument passionnants. J'ai vu des tas de films en version originale avec des sous-titres dans toutes les langues du monde d'ailleurs, parce que je ne sais pas ce qui se procurait exactement comme pellicule, mais c'était assez drôle. Ouais. Mais j'ai vu beaucoup de cinéastes qui sont devenus très connus par la suite, qui venaient présenter leurs films. Et les toits? Les soirs? Les toits. Les toits de l'ENS. Ah, les toits, ouais, non, alors là, non. Ça pour nous, c'était un vague folklore lointain. On montait de temps en temps sur la terrasse, mais c'était les toits tels qu'ils apparaissent dans la littérature normalienne avant, pour nous, ça n'existait plus. Ouais. Vous étiez logé sur place? Oui. D'accord. Oui, même en la première année, au début de la 2e année, on était 2 dans une turne, et puis après, il y a eu une turne individuelle, en particulier au pavillon, enfin ce qu'on appelle le pavillon. Pasteur. Ce qui était le pavillon, c'est-à-dire dans la bibliothèque, la nouvelle bibliothèque actuelle, sur la rue Rateau. Hein. Les groupes de l'école, à votre époque? Les groupes de l'école, je pense que, à part les amitiés comme ça, justement, comme je disais, pour le cinéma, j'avais un ami qui était très musicien, Pierre-Étienne Ville,
terminé comme sinologue au Collège de France, mais qui était vraiment un très bon musicien. Et là, il nous a emmenés, alors lui aussi, voir pas mal de créations musicales à l'opéra et ailleurs. Ça a été... Mais alors, sinon pour les groupes, c'était surtout la politique de notre temps. C'était l'importance de la politique dans la vie des Normaliens était essentielle. Alors c'était essentiellement soit les étudiants communistes, soit les groupes gauchistes, les divers groupes gauchistes, parce que là il y en a eu beaucoup. Et ça a culminé sur mai 68, même si les gauchistes n'étaient pas spécialement partie prenante. Vous faisiez partie, vous, d'un de ces groupes? Oui, alors moi j'ai été inscrit pendant un certain temps, mais j'étais un très proche sympathisant. Ouais. De quel groupe? Soit de l'UEC, soit de certains groupes gauchistes, ça dépend. D'accord. Et donc, puisque vous avez évoqué mai 68, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Comment l'école a vécu mai 68? Comment l'école a vécu? Elle a vécu certaines journées un petit peu difficiles, naturellement, puisqu'elle était au centre des débats, si j'ose dire. Là encore, je donnerais bien une image, parce que c'est lors de la fameuse soirée, c'était le 11 mai, je ne me rappelle même plus, soirée du 10 au 11 mai, je ne sais plus. Ce qui m'avait frappé, c'est que entre l'entrée à la rotonde qui avait été ouverte et l'infirmerie qui était... alors je parle de choses que vous ne connaissez peut-être même plus là maintenant. La rotonde, oui. C'est le pavillon Pasteur, le bâtiment Pasteur, là où sont les philosophes maintenant. Il y avait un chemin de sang. C'est-à-dire qu'il y avait des gouttes de sang sur toute la... Et c'était vous savez qu'il n'y a pas eu de beaucoup de victimes, en tout cas pas eu de mort, heureusement. Mais quand même, il y avait pas mal de blessés, et ça c'était assez impressionnant. Quand même. Mais oui, pour nous aussi, oui, c'est Mais sinon, c'est une première, ce que vous nous dites là. Une vision un peu particulière de certaines soirées, parce que j'avais deux amies filles qui venaient d'excellents milieux parisiens, et qui étaient complètement excitées par mai 68. Et donc j'étais obligé de les surveiller de très près pour rendre compte ensuite à leur père. J'avais vraiment peur qu'elles fassent des bêtises et d'être obligé d'aller raconter à leur père tout ce qu'elles faisaient. Mais pourquoi vous étiez obligé? C'est-à-dire, vous jouiez à l'époque un rôle de tuteur pour ces deux filles? Oui, on peut appeler ça comme ça si vous voulez. Mais surtout, je me sentais un petit peu responsable d'elle dans la mesure où c'était ici, et donc loin de chez elle. Sinon, ça a été toutes les manifestations auxquelles pas mal d'entre nous participaient, naturellement. Si vous voulez bien, on va passer un tout petit peu du côté des Sèvres. Ulm et Sèvres. Oui. Est-ce que les Ulmiens avaient des rapports avec les Sévriennes? Comment ça se passait? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pratiquement pas. Le seul moment où on avait vraiment des rapports, c'était au moment du bal. Parce que là, on passait d'un établissement à l'autre, mais sinon... et là, on pouvait rester jusqu'à minuit, je crois qu'on restait plus longtemps à Sèvres, en sortant par les chemins détournés que les Sévriennes connaissaient, mais sinon, on avait très peu de rapports. On se retrouvait éventuellement à la Sorbonne pour des cours. Alors, il y a 2 ou 3 Sévriennes que je connaissais un petit peu comme ça, mais on ne peut pas dire qu'on avait des rapports très... Elles étaient beaucoup plus encadrées qu'on ne l'était, en plus. Il y avait beaucoup plus de cours à Sèvres, et puis il y avait une organisation qui était nettement plus structurée qu'elle ne l'était ici. Parce que, pour revenir à votre question précédente, même quand on avait quelques cours ici, on était quand même très très libre. Et alors on pouvait suivre les cours à la Sorbonne qu'on voulait, ou ailleurs, on en parlera peut-être après. Mais je crois qu'à Sèvres, il y avait un encadrement pédagogique qui était quand même beaucoup plus serré. Alors, si vous voulez, on peut insister un tout petit peu sur les cours et les enseignants. Est-ce qu'il y a des cours qui vous ont marqué?
comment vous vous êtes orienté, par exemple, à partir de quel chemin vous vous êtes orienté pour continuer en tant que latiniste, antiquisant? Les deux, c'est une seule question finalement. Oui. Moi, j'étais quand même intéressé par le latin depuis longtemps, parce que bon, j'étais bon en latin et que j'aimais bien ça. J'ai toujours gardé d'ailleurs un certain goût pour le thème latin, ce qui est, personne n'est parfait. Et quand on était latiniste, quand on pensait être latiniste, il y avait deux cours qui nous étaient proposés, deux séminaires qui nous étaient proposés à l'école. C'était un séminaire avec Pierre Grimal et l'autre avec Jacques Ergon, qui était le plus grand étruscologue de sa génération, en tout cas en France. Mais même du point de vue italien, il était tout à fait reconnu. Et j'ai beaucoup aimé les cours de Jacques Ergon. Et c'est à cette occasion que je me suis plutôt dirigé vers ce qu'on appellerait les realia, c'est-à-dire l'histoire, les faits, l'archéologie, plutôt que vers la littérature ou la philosophie. Et donc ça a été pour moi l'orientation décisive qui m'a fait choisir un sujet d'étruscologie pour la maîtrise, ce qu'on appelait à l'époque le diplôme d'études supérieures. Et à partir de là, ça n'a pas été évident, mais enfin, c'est quand même ce qui a dicté le choix enfin, une partie du choix de mes études et de mes recherches par la suite. Et le sport? Oui, alors justement, c'est pour ça que je disais une partie, parce que en un mot, j'étais toujours intéressé par le sport parce que mon père était un ancien rugbyman et il m'emmenait plus souvent sur les stades que dans les bibliothèques, justement, pour en venir à la question dont on parlera. Et depuis toujours, je voulais faire du sport. Éventuellement, même, une de mes ambitions, c'était d'être journaliste sportif, parce que je trouvais qu'ils étaient vraiment très mauvais en général, ils ne connaissaient pas grand-chose. Et donc le sport m'intéressait. Donc j'ai fait beaucoup de sport à l'époque. J'ai mal répondu à votre question tout à l'heure, parce qu'on s'est intéressé à propos des groupes à la politique, mais l'autre groupement qui a été très important pour moi, ça a été justement les équipes sportives. La gym avec Ruffin, mais bon, ça m'intéressait moins, mais les sports. Et là j'ai eu beaucoup de contacts avec, en particulier, des camarades scientifiques. C'est là où j'ai connu beaucoup de camarades scientifiques. Et donc, du point de vue alors proprement intellectuel, travaillant sur les Étrusques, je suis allé suivre les cours d'un professeur de l'école pratique des hautes études qui s'appelait Raymond Bloch, c'était sur les conseils de Pierre Poutier, ici à l'école. Et un jour, Raymond Bloch, qui passait beaucoup de temps à présenter les livres qu'il avait reçus et qu'il lisait pendant son cours des hautes études, a fait circuler un bouquin où il était question de recherche sur le sport antique, sur le sport grec. Et alors là, pour moi, ça a été un déclic. Je me suis dit, mais alors, pourquoi est-ce que je ne travaillerais pas sur le sport étrusque, par exemple, puisque je me spécialise sur les Étrusques, et donc je vais choisir dorénavant comme sujet de recherche les jeux, le sport, et c'est ce que j'ai fait. Et ça a orienté, non pas toute ma carrière, une grande partie de mon cursus de chercheur par la suite. Vous avez des épigones normaliens? Oui, il y en a quelques-uns, mais ça a été très... bien que j'ai à peu près réussi à faire en sorte que le sport soit désormais considéré comme une discipline digne de fournir des sujets de recherche, il n'y en a pas beaucoup qui ont continué très loin. Alors ça c'est lié aussi à la question de l'école à mon époque, et même quand j'étais directeur de la recherche et directeur du département, là on en parlera, c'est que les normaliens faisaient leurs travaux à la Sorbonne ou dans d'autres universités.
Et là, quand ils arrivaient, alors au niveau de la maîtrise, souvent, comme ils n'avaient pas d'idée, je leur donnais, donc ils travaillaient là-dessus. Mais après, au moment de la thèse, je voyais bien que les collègues de la Sorbonne traînaient les pieds et leur disaient « mais vous savez, peut-être vaut-il mieux quand même faire une thèse, je ne sais pas moi, sur le sentiment de la nature chez Virgile, par exemple, sujet très original s'il en est, naturellement, plutôt que sur le sport, vous savez, si vous ne voulez pas être considéré comme un rigolo, faites plutôt ça. » Et donc, il y en a quelques-uns qui ont continué un petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est surtout en dehors, en travaillant avec des collègues de Sciences Po ou d'ailleurs, qu'effectivement, là, j'ai eu quelques épigones, entre guillemets, comme vous dites. Mais c'est un peu compliqué, c'est toujours un peu compliqué. Et puis de toute façon, c'est vrai pour les Étrusques aussi. On ne peut pas former beaucoup de gens parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de postes. Et c'est vrai que quand ils se présentent sur un poste de latin ou grec, mais bon, maintenant, le problème se posera moins, parce que de toute façon, il y en aura de moins en moins. Et ben, on a tendance à privilégier les gens qui ont une formation plus classique, plus large. Et quand même, là je ne veux pas multiplier les anecdotes, mais quand j'ai fait mon diplôme des hautes études, mon mémoire des hautes études à la 4e section, un des deux correcteurs a écrit dans son rapport, ça je m'en souviendrai toujours, c'est un très grand historien de la Rome antique, très connu, il a écrit dans son rapport, il faudrait quand même que M. Thuillier arrive à sortir du ring. J'ai vu le mépris qu'il pouvait y avoir là derrière, c'est incroyable, c'est-à-dire que c'était pas un sujet. À la limite, ce qui était gentil, c'était de laisser supposer que j'étais suffisamment doué pour travailler sur autre chose. Mais pas là-dessus. Et tous les gens qui ont commencé, alors maintenant ça change quand même un peu, là, quand même, heureusement, c'est peut-être une des seules choses dont je peux être un peu fier, c'est que je pense que quand même, étant normalien, étant agrégé, j'ai pu faire admettre un certain nombre de choses. Mais c'est difficile. Et d'autres collègues dans d'autres disciplines travaillant aussi là-dessus ont eu les mêmes problèmes. Il y a un grand sociologue qui s'appelle Bromberger, un anthropologue, qui a écrit un très beau livre sur le phénomène qu'on appelle du supporterisme. Il y a le phénomène des supporters, en prenant 3 cas, la Juventus de Turin, le club de Naples et Marseille. Et il était au CNRS, et c'est drôle parce qu'il y a eu une intervention à la Chambre des députés pour dire, mais vous vous rendez compte, on donne de l'argent à des groupes de recherche qui travaillent sur le foot. Vous vous rendez compte ? Il y a quand même mieux à faire. Et bien c'est exactement, moi j'avais pas d'argent pour faire ce que je faisais, et malheureusement aucun député s'est vraiment intéressé à mon sort, ce que je regrette beaucoup bien sûr, mais c'était pareil. Comment peut-on travailler sur des bêtises comme ça ? C'est les mêmes qui disent, mais le sport dans l'Antiquité c'était essentiel, les Romains ne pensaient qu'à ça, les Grecs passaient leur temps à folâtrer tout nus sur la piste des gymnases ou des stades, mais un chercheur contemporain ne va pas aller travailler sur des questions comme ça. C'est un paradoxe. Effectivement, avec vous, là, je découvre un paradoxe énorme parce que, aussi bien pour l'Antiquité que pour l'époque moderne, les sports passionnent. Les sports, c'est un fait social majeur. Bien sûr, et on ne les légitime pas, c'est-à-dire les études sur les sports ne sont pas légitimées. On cite tout le temps Panel. Elles restent marginales, parce qu'en histoire moderne, et en plus on se trompe sur le sens que ça a. Enfin bon, ça c'est autre chose. Voulez-vous qu'on passe à un sujet qui est très intéressant pour nous, les rapports, les relations que pouvait avoir un jeune conscrit avec son administration? Écoutez, très simple, parce que, sauf si on faisait une grosse bêtise quelque part, et ça nous arrivait, on n'avait pas beaucoup de rapports
avec les directeurs, je ne les ai pratiquement jamais vus. Ils nous ont... je me rappelle que Flasselière nous a reçus quand on a passé le concours. J'avais des rapports avec Pierre Boutier, mais Pierre Boutier était latiniste aussi, donc il donnait des cours, donc c'était presque plus comme ça que je le connaissais. Sinon, comme il n'y avait pas de département, il n'y avait pas donc au niveau, je dirais, régional, il n'y avait pas de rapport, direct, mais sinon ça se passait bien. Ça se passait bien, sauf quand on faisait, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle, mais quand on faisait un canular, par exemple, là, oui. Parce que là, ça arrivait assez souvent de faire des canulars, et les directeurs ou les secrétaires généraux avaient très très peur que ça dégénère quand il y avait des gens de l'extérieur. Et en particulier, avec les camarades que je retrouvais donc, au pot régulièrement, on a organisé vraiment un gros canular quand Alain Perfit avait sorti un bouquin qui s'appelait Rue d'Ulm. C'est que les Normaliens à l'époque n'aimaient pas que un bistrot d'à côté s'appelle Rue d'Ulm ou qu'on parle de la Rue d'Ulm. Il y avait une sorte de... Et donc là, on lui a fait un canular, c'est-à-dire que ça nous a coûté cher, au point de vue financier, je veux dire. On a invité tous les lecteurs de Perfit, tous les Normaliens, à venir à l'école tel jour à telle heure, parce que Alain Perfit viendrait signer son ouvrage. Et évidemment, beaucoup de Normaliens, d'Archicube, trop contents de se faire bien voir d'Alain Perfit, ont acheté son livre, sans doute, donc ça a dû lui faire gagner de l'argent, à lui aussi, et sont venus à l'école. Et il y avait énormément de monde. Et il y avait la presse, les voitures de radio, etc. Et ça prenait vraiment de très très grosses proportions. Il y avait énormément de monde. Alors on a mis les journalistes assez rapidement dans le coup, donc ils ont joué un petit peu, ils ont rien dit, puis ils sont restés. Et alors là, ça a été l'affolement à la direction, parce que il y avait, ça nous on n'a pas connu ça, mais il y avait une époque où donc on les réunissait dans le théâtre, qui n'est plus le théâtre maintenant. En bas, là, qui est occupé par les élèves, je crois, là, sous le... complètement dans l'angle, là, il y a une partie en sous-sol. C'était l'ancien théâtre. Il y a un théâtre encore. Il y a toujours un théâtre. Il y a toujours un théâtre. Je ne sais pas si on parle du même endroit. Ça avait disparu. Il y a toujours un théâtre et il y a un gymnase. Non, alors le gymnase, c'est de l'autre côté. Le gymnase, c'est de ce côté, le gymnase. C'est dans l'aile qui est ici, là. Bon, bref. Et donc, l'idée, c'est de réunir les gens et puis ensuite de les arroser. Et ça, c'était le serpent de mer. Et alors là, évidemment, c'était la catastrophe parce qu'il y avait des membres de l'académie, il y avait des tas de gens connus et tout. Ça aurait été Et vous l'avez fait? Vous les avez arrosés? Non, justement. Non, d'accord. Nous, on ne le faisait plus. Non, l'un d'entre nous leur a fait un discours, puisqu'ils étaient tous installés dans le théâtre, leur a fait un discours complètement délirant, jusqu'à ce qu'ils finissent par comprendre qu'il y avait quand même une chose bizarre et que le ministre, sans doute, n'apparaîtrait pas dans le... Mais ça avait été... Là, ça avait été une belle chose. Vous avez réfléchi sur ce goût des Normaliens pour les canulars? Non. Non, parce que c'était une chose qui allait de soi, là, comme ça. Je pense que les Normaliens sont des gens très sérieux et que donc il faut bien se défouler d'une façon ou d'une autre. Donc, on peut se défouler avec le sport, avec des tas d'activités extérieures, et puis pour ceux qui sont très liés à l'école, avec éventuellement des canulars. Hein. Oui, c'est une sorte de côté iconoclaste. Oui. Moi, je vois ça comme un défoulement. Hein, je sais pas, mais un défoulement à caractère souvent un peu intellectuel, hein, justement. Mais je sais pas, j'en sais pas plus. Il y a des canulars idiots. Hein, de toute façon, je ne veux pas dire que mes camarades scientifiques pratiquaient plutôt le canular idiot, mais vous savez, ça consistait dans une turne c'est ce qu'on appelait compacter la turne, c'est-à-dire pendant qu'il n'était pas là, à la remplir complètement avec des meubles, des cartons, de sorte quand il arrivait le soir comme ça, surtout si on savait qu'il arrivait avec une fille par exemple, il ouvrait la porte, il pouvait rentrer, puisque c'était complètement plein. Voilà, donc le genre de choses, mais
c'est pas passionnant, hein. Mais je sais pas, moi je suis pas... Il faudra demander ça à des gens qui sont plus intéressés par la sociologie et les comportements des groupes. Je ne sais pas s'il y a eu des études sur les canulars. Je ne sais pas non plus. J'ai pas spécialement. Je connais quelques canulars très très réussis, notamment le canular qui s'est passé avec le buste de Lucien R à la bibliothèque. Ça, j'ai un petit peu suivi ça aussi. Ouais. D'accord, ça c'était un canular extrêmement réussi et très imaginatif. Ah oui, c'était bien. Ouais. Althusser, vous l'avez connu? Qui? Althusser, lui. Oui, je l'ai connu, oui, mais comme ça. J'ai eu aucun rapport véritablement avec Althusser. Moi, je n'étais pas du tout philosophe, hein, donc j'ai pas du tout. Mais je l'ai connu, effectivement. Je l'ai vu très souvent. On parlait, il était un objet de conversation. Ah oui, oui, parce que c'était aussi lié au... On parlait des groupes gauchistes, marxistes-léninistes tout à l'heure, et évidemment, il avait été le maître à penser d'un grand nombre d'entre eux. Alors bien sûr, de ce point de vue, il était très connu. La bibliothèque. Ah, la bibliothèque. Voilà. Sujet intéressant. Vous arrivez, vous êtes un jeune conscrit et vous rencontrez la bibliothèque. Quelle est la première impression ? Non, mais alors là, je vais vous scandaliser parce que la bibliothèque, moi en tant que conscrit, et même encore un peu plus tard, c'est... Non, c'était pas un lieu. C'est presque rien parce que, mais c'est de ma faute, hein, c'est pas du tout. C'est parce que je vous ai expliqué que j'étais rentré donc en carré, que j'appartenais à un milieu où on ne savait pas ce que c'était qu'une grande bibliothèque. Et donc, je n'avais aucune conscience à l'époque de toutes les richesses que pouvait m'apporter une bibliothèque de cet ordre-là. Et donc, je réagissais là encore plutôt comme un bon élève très traditionnel, c'est-à-dire que la bibliothèque me servait pour les œuvres qui étaient au programme, pour lire un certain nombre de choses, pour faire les dissertations, sans doute un peu plus au moment de la maîtrise, du diplôme d'études supérieures. Voilà. Mais comme il était assez archéologique en même temps, mon sujet, la bibliothèque n'était pas d'une très grande richesse à ce sujet, donc ça m'arrivait d'aller ailleurs. Où par exemple Où par exemple Par exemple, même à la Sorbonne, à l'Institut de latin de la Sorbonne, il y avait des revues qui n'étaient pas ici. Les Studi Etrusci, par exemple, qu'on pouvait trouver, ou à la BN éventuellement, ou, pas trop souvent, mais quand même un petit peu. Et donc voilà. Et et alors par ailleurs, il n'y avait pas vraiment à ce moment-là de formation pour les conscrits. Ça, c'était un des grands changements dans les 20 ou 30 dernières années, où là, on a appris aux conscrits à aller dans la bibliothèque, à voir les manuels importants, les corpus importants, et ce genre de choses. C'était pas vraiment le cas quand je suis arrivé. Et c'est vrai que la réponse que je vous donne, elle n'est sûrement pas vraie pour certains de vos camarades, parce que dans ma promotion, il y avait beaucoup de fils de professeurs d'université. Moi, j'étais peut-être le seul fils d'ouvrier qu'il y avait dans la promotion. On était 45, hein, je crois. Et donc, moi, j'étais totalement... moi, j'avais fréquenté les bibliothèques municipales ou d'arrondissement à Lyon, par exemple. D'ailleurs, ça m'a appris beaucoup de choses, et ça m'a beaucoup servi pour l'oral du concours, de fréquenter les bibliothèques d'arrondissement. À Lyon, la bibliothèque du 7e arrondissement, je lui dois un certain nombre de connaissances qui m'ont servi pour l'oral du concours. Mais c'est-à-dire que c'était une utilisation directement pratique. Et pas du tout dans la perspective d'une recherche, mais dans la mesure où, au moment même où je faisais ma maîtrise, c'était plus
un examen à passer dans le cursus avant l'agrégation, plutôt qu'un travail de recherche. Bon, il y a des choses qui m'ont intéressé, hein, c'est vrai, mais je n'avais pas encore l'idée de faire un travail de recherche. Hein. C'était à ce moment-là, pour moi, c'était quelque chose qui n'existait pas. Et c'est seulement quand je suis parti à Rome que là, j'ai commencé à prendre conscience de ça. Et pour vous donner un seul exemple, mais c'est assez révélateur, je ne savais pas à l'époque qu'il y avait un grand intérêt à aller regarder les revues qui arrivaient, les dernières livraisons des revues, je ne savais pas. Et je ne l'ai pas fait tant que j'ai été à l'école. Or, n'importe quel chercheur qui est un petit peu habitué sait très bien que ce n'est pas quelque chose qu'il faut oublier. Quand on est en train de travailler dans un domaine, on va tout de suite voir s'il n'y a pas un article, s'il n'y a pas la publication d'un document, inscription ou autre qui apportera du moulin apportera de l'eau à votre moulin. Je ne sais pas. Comme c'est un mauvais sujet, comme vous le voyez. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Justement, c'est des éclairages absolument. C'est un éclairage très très intéressant pour nous parce que justement, vous n'avez pas marché par culture dans des stéréotypes, si vous voulez, qu'on rencontre dans ces témoignages, pendant ces témoignages. Américain, ça c'est sûr. Voilà. Là encore, dans aucun sens du terme, ça c'est sûr. Tout à fait. Mais par exemple, je pense à une phrase d'Aristote, les lieux de la cité éduquent aussi. Vous rentrez, c'est-à-dire vous avez pratiqué les bibliothèques municipales de Lyon et vous ouvrez la porte de la salle historique et vous entrez dans ces lieux qui par les murs, par l'ambiance, crée quand même, donne une autre dimension de bibliothèque. Vous l'avez vécu, ça ? Ah oui, ça ? non, je ne dis pas que je n'ai pas eu d'émotion en parcourant les lieux. J'ai certainement été impressionné. Je ne saurais pas maintenant, je saurais plus qualifier mes sentiments à ce moment-là. J'ai certainement été impressionné. Et pour moi, effectivement, il y avait quand même tout un passé historique derrière. On connaissait Lucien R, Péguy, enfin bon, Sartre, ça renvoyait quand même à des noms importants. Les bibliothécaires ? Vous avez des souvenirs des bibliothécaires de l'époque, des années 60 ? Alors, de petits mangins, pas beaucoup, un petit peu, parce que il est arrivé en 65, non ? C'est ça. 64 déjà, donc il est arrivé la deuxième année déjà, au cours de la deuxième année. Pour moi. Et son prédécesseur, oui, je m'en souviens, mais pour de toute autre raison, parce qu'il était examinateur au concours en philo, qui n'était pas ma partie. Et je garde un souvenir épouvantable de cette épreuve. Je n'ai rien compris à aucune de... C'était lui qui m'interrogeait. Donc, Monsieur Martin. Monsieur Martin. Je n'ai rien compris à aucune de ces questions et je ne comprends toujours pas ce qu'il voulait me faire dire 55 ans après. C'est pas important. Et donc, j'étais un peu accablé, mais comme je vous le disais, j'étais pas du tout sûr de réussir. Pour moi, être admissible, c'était déjà magnifique. J'étais content d'être à Paris, finalement. Et au moment où je suis parti, quand même un peu consterné par la façon dont les choses s'étaient passées, l'autre examinateur, c'était Michel Foucault, qui n'avait pas dit un mot, qui manifestement s'ennuyait encore plus que moi à ce moment-là. Et Michel Foucault, au moment où je partais, a regardé la feuille des notes et m'a dit « Vous savez, on ne prend pas que des philosophes ici. » Ça, c'était... j'ai compris. Il avait vu la note, il avait vu les notes, et le classement qui était le mien à l'écrit. Et donc, je ne savais rien à ce moment-là, je ne savais pas du tout. Et donc, j'ai compris que... D'ailleurs, ça m'a un peu... Vous êtes bien placé. Traumatisé pour après, parce que je me suis dit, oh là là, je vais avoir une note catastrophique en latin. Déjà avant, ça ne s'est pas super bien passé. Ce serait quand même idiot de rater si tu es quand même très bien placé à l'écrit. Mais heureusement, il y a eu d'autres épreuves après où quand même ça s'est mieux passé.
Est-ce que vous avez un souvenir de la bibliothèque, un souvenir fort de la bibliothèque, de des l'époque personnages de la bibliothèque? Martin, c'était côté donc études, des bibliothécaires à proprement parler. Écoutez, je me souviens de, mais je ne sais pas si elle devait déjà y être, de Mademoiselle Kretzoy. Bien sûr. Et puis il y avait aussi un homme qui était souvent en blouse grise, mais j'ai oublié son nom. C'était ceux qui étaient à l'entrée, qu'on voyait à l'entrée. Là, qui nous... Vous parlez d'un personnage dont il a été question qui s'appelait Monsieur de la Foi. De la Foi, voilà. De la Foi. C'est ça, voilà, exactement. Et, mais avec Pierre, mais je pense qu'aussi j'étais un peu timide là justement, et je crois que je lui aurais peut-être posé des questions et je serais peut-être allé le voir pour d'autres choses, mais je pense que j'avais peur de révéler mon incompétence, et donc je ne voulais pas trop me mettre en avant à ce moment-là. Je pense qu'il y avait ça dans un peu dans la position un peu de retrait qui était la mienne. Je voulais pas trop montrer que finalement, bon, c'est vrai que je connaissais pas tout, hein, que je connaissais certaines choses, mais je connaissais pas tout. Voilà. On comprend par ça que Pierre Petit-Montjean était quand même une figure qui connaissait tout. Oh, je crois que oui, je crois qu'il avait déjà la réputation de quelqu'un qui était brillant et qui avait... Puis il sortait de l'école française de Rome, hein, moi j'y pensais pas du tout à ce moment-là encore, hein, donc c'était... il avait déjà un parcours qui était quand même important. Puis c'est vrai qu'en même temps, je savais que il travaillait pas du tout dans le même domaine que moi, puisqu'il travaillait plutôt sur des périodes un peu tardives, alors que moi je travaillais plutôt sur des périodes très, très anciennes, par rapport aux périodes classiques en tout cas. Et vous avez commencé à avoir des rapports plus forts, plus soutenus avec Pierre Petit-Montjean. À quel moment? Au département des sciences de l'Antiquité? Ah non, avant. Donc moi je suis parti... service militaire, mais vous voyez, quand je suis sorti du service militaire, moi j'avais été nommé dans un lycée de l'approche banlieue. Et je m'apprêtais à rejoindre ce poste. Hein. Pour moi, la recherche, c'était agrégé, prof agrégé, prof de lycée. Pour moi, c'était déjà une grande réussite, hein, de toute façon. Et puis là, j'ai eu très souvent des petits déclics comme ça. Certains peuvent appeler ça de la chance. J'étais au ministère de la Défense nationale, je faisais les discours du ministre. Hein, les normaliens, c'était un poste que les normaliens occupaient. Discours techniques, hein, pas les discours politiques, parce que là j'aurais été vidé très très rapidement. Bon. Mais donc je reçois un coup de fil de Jacques Perret, qui était professeur de latin à la Sorbonne, et qui me propose un poste d'assistant de latin. Je n'allais pas dire non. Et donc c'est comme ça que je suis rentré à la Sorbonne et que je suis rentré dans l'enseignement supérieur. Mais c'était pas, pour moi, c'était pas une chose évidente au départ. Hein, c'était pas du tout ça. Donc je passe 3 ans à la Sorbonne. Je suis pris à l'école française de Rome, donc où je passe également 3 ans, et je suis nommé assistant à l'université Stendhal à Grenoble. Je ne sais pas si elle s'appelait Stendhal déjà à ce moment-là, mais enfin bon. Et j'habitais en partie à Grenoble, mais je revenais très souvent. D'abord, je revenais à Lyon pour ma mère, et puis je venais à Paris très régulièrement. Et là, ça m'arrivait très souvent d'aller déjeuner quand je travaillais en bibliothèque, justement, au pot ce qu'on appelait le pot des Caïmans. Et au pot des Caïmans, là, je les connaissais presque tous, hein, et Jean-Pierre Lefebvre, Pétillon, Michel Charles. Et il y avait souvent Petit-Montjean. Et donc ça m'est arrivé de déjeuner avec Petit-Montjean assez souvent à la table de Petit-Montjean. Et donc là, on a commencé à avoir des rapports plus détendus et, je dirais, un peu amicaux.
Et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis devenu, quelques années après, directeur de la recherche et des études, parce que, là encore, je parlais de petits déclics, c'était très étonnant. Et un jour, j'étais à leur table, et ils étaient à 4, je pense, en train de discuter, et il dit, mais il y a un poste, qui parle d'un poste qui venait d'être créé, et pour lequel il trouvait, le directeur, Étienne Guyon, ou Marianne Bastide, ne trouvait personne. Et moi, je ne savais pas ce que c'était, je n'avais jamais vu ça. Je suivais quand même pas les aventures de l'école d'une façon très suivie, très précise. Et il dit, oui, il faudrait quelqu'un qui soit ci, ça, etc. Alors je les écoute comme ça, et puis je leur dis en plaisantant, enfin, attendez, vous avez devant vous la personne idéale pour ça. Alors tout le monde a rigolé. Et puis j'ai reconstitué la chose après. Je pense qu'ils ont dû réfléchir, discuter entre eux. Et quelques jours après, j'ai reçu un coup de fil de Christian Baudelot, de la part d'Étienne Guyon, me demandant de passer le voir. Et c'est comme ça que j'ai été reçu par Étienne Guyon, puis Marianne Bastide-Bruguière, et que finalement, ils ont trouvé que peut-être que je ferais l'affaire. C'est comme ça que je me suis retrouvé à la direction de l'école, alors que vraiment, c'était pas du tout... je crois vraiment, parmi mes qualités, je crois que je ne suis pas du tout arriviste, mais il y a eu comme ça des petites choses. J'aurais jamais su que ce poste existait si je n'avais pas été à leur table comme ça une fois. Et ils ne discutaient pas avec moi, ils discutaient vraiment entre eux, parce qu'il y avait dû y avoir une réunion, je pense, avec Guyon. Il devait y avoir Petit Mangin, justement. Même si je suis très tentée à poursuivre dans cette voie-là. Je m'égare. Non, mais pas du tout, justement, parce qu'on va y revenir pour ce qui est de vos années des directeurs d'études, des études. J'aimerais bien quand même quelques mots des sujets dont on parlait à cette fameuse table d'égaillement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'était des discussions sur les postes, sur les problèmes de l'école. Comment ça se passait? C'était des discussions sur là, bâton rompu, sur tout. C'était sur la politique, sur la littérature, sur les spectacles, ou des discussions complètement farfelues. Enfin, non, il n'y avait pas du tout de... Non, c'était pas forcément un niveau... C'était pas l'antichambre de la direction. Ce à quoi vous pensez, il n'y avait pas un niveau forcément très élevé dans les discussions à ce moment-là. Ça pouvait être sur la carafe de vin qui était pratiquement finie ou des choses comme ça. Alors, très bien. Passons à ces sujets très intéressants aussi pour nous, de vos années de directeur des études. Parce qu'après, vous êtes devenu aussi directeur du département des sciences de l'Antiquité. Oui, ça, c'est deux choses différentes. Donc, voilà. Ça se passe dans les années 90, si mes notes sont bonnes. Oui, j'ai été nommé directeur de la recherche des études en 91, je pense. C'est ça. Ouais. Ah donc... Alors, moi, je m'occupais... j'étais avec... comme directeur adjoint littéraire Marianne Bastide-Bruguière, et donc il m'avait surtout confié la question des stages des normaliens à l'étranger, d'une part, et d'autre part, je recevais les normaliens de 2e et 3e année, elle recevait ceux des conscrits et les 4e années, parce que c'était évidemment celles qui étaient à des moments décisifs, et puis il y avait toute une série d'autres sujets qu'on pouvait aborder, traiter. Donc en tout cas pour moi ça c'était très, très agréable, et c'était ponctué chaque semaine par des petits conseils, et c'est là que j'ai surtout connu Pierre Petit-Mangin, parce que donc il était toujours présent, et il était le secrétaire, le scribe de ces conseils. Et là, il faisait des comptes rendus chaque semaine qui étaient absolument extraordinaires dans cette écriture que vous connaissez, qui est
régularité, enfin d'une finesse et d'une extraordinaire, et qui est très lisible, hein, même si c'est des petits caractères, c'est très très lisible. Et surtout, c'était d'une concision et d'une précision absolument fabuleuse. C'est-à-dire qu'en une ligne, chacun avait vraiment son point de vue qui était résumé parfaitement. Et donc là, c'était toujours PPM, MBB. Ça devenait même à tel point qu'entre nous, on parlait de PPM et de MBB, hein, plutôt que de Marianne Bastide-Brugger. Et alors, il y avait ça, et puis d'autre part, ce qui était assez piquant, psychologiquement en tout cas, c'était les petites... quand Pierre faisait des interventions, par exemple, pour soutenir un point de vue un peu classique, que Étienne Guyon trouvait trop conservateur, je voyais Étienne Guyon alors Étienne Guyon, moi je l'aimais beaucoup, mais il avait mauvais caractère, et puis il était soupolé, il explosait. Et alors je le voyais, ça montait, je le voyais très bien, il ne supportait plus les interventions, et puis à un certain moment, ça sortait, il explosait littéralement, et pendant que Pierre, lui, restait absolument impassible en face. Donc il y avait des moments comme ça qui étaient assez étonnants, enfin, dans les petits conseils. Dans les petits conseils. Dans les petits conseils, voilà. Voilà, donc c'était l'essentiel de ce qu'on faisait. Puis il y avait toutes les réunions avec les autres établissements, avec les ministères, avec les réunions pour les concours. Je me suis beaucoup occupé des petits changements qu'on faisait dans les concours aussi. J'ai été amené à faire créer, pour que l'histoire ancienne ne disparaisse pas, une épreuve mixte qui a suscité beaucoup de polémiques, à la fois de latin grec et d'histoire ancienne. Parce que sinon, l'histoire ancienne disparaissait. Donc, je l'ai conservé comme ça. Donc, il y avait des rencontres avec les profs de Cagnes, des rencontres avec toute une série d'autres établissements. C'est l'époque où on commençait à parler des banques d'épreuves, et donc des réunions de concours et autres. Le conseil d'administration de l'époque, quel était son rôle ? Oui, mais sur le conseil d'administration, le conseil scientifique, c'était tellement de grandes machines comme ça que nous, on intervenait plutôt à la commission des études. J'étais directeur de la recherche et des études aussi, pour faire passer chaque département l'un après l'autre et donc présenter en fait un peu la façon dont l'école fonctionnait de l'intérieur, justement. C'est là où on sortait. Mais conseil d'administration, vous savez, c'est quand même essentiellement des questions financières. Il y a de grandes questions aussi sur le statut de l'école et la marche de l'école, mais les aspects financiers quand même jouaient beaucoup, même si l'école avait encore beaucoup plus d'autonomie qu'elle peut en avoir maintenant, pour autant que je puisse juger à l'intérieur d'un premier groupement, lui-même englobé dans un deuxième. Certains auraient dit machin, mais... Vous parlez de PSL. Pardon ? Vous parlez de PSL. Oui, ça doit être ça. Oui. D'accord. Une question pour ce qui est de la vie des départements. Racontez-nous un tout petit peu comment ça se passait par vos observatoires. Est-ce que vous avez pu observer les continuités, les ruptures par rapport à des départements, justement, la création des départements? C'est plutôt, c'est une question énorme, hein, ça, donc difficilement la résumer. D'abord, il y a eu il faut le dire, beaucoup de réticence dans la création des départements. Quand moi je suis arrivé, beaucoup de mes collègues caïmans étaient opposés à la formation des départements. Ils avaient toujours l'idée de cette école littéraire qui justement permettait généraliste qui permettait tous les passages aussi. Et ils avaient peur, sans doute, ils n'avaient pas complètement tort, qu'en créant des départements, il y aurait des situations qui deviendraient peut-être un peu figées. Je crois qu'ils exagéraient aussi les craintes, mais
faut dire qu'aussi, après, les aspects pédagogiques sont devenus très importants aussi. Au départ, il n'y avait pas du tout de scolarité, je dirais, officielle à l'école. C'est-à-dire qu'il y avait une scolarité qui était parallèle à ce qui se faisait à l'université. Moi, j'avais toujours milité, de toute façon, et là, je n'étais pas d'accord avec Guyon, pour que les normaliens continuent à aller à l'université, parce que c'est une école nationale, il n'y a aucune raison qu'ils fassent toute leur scolarité ici, qu'ils restent constamment dans... C'est normal qu'ils aillent partout en province. Mais donc l'idée que ça devienne un établissement comme les autres, finalement, enfin comme les autres. Sûrement pas comme les autres, mais en tout cas qui fonctionne comme structure parallèle à celle d'autres établissements, il y avait quand même beaucoup d'opposition, et moi je n'étais pas tout à fait d'accord à ce moment-là avec ça. Puis surtout, c'est devenu la grande différence. Moi, je suis vraiment arrivé au moment un peu charnière, là, parce que la grande différence, c'est qu'il y avait beaucoup plus de monde. Il y a eu la mixité, la fusion des écoles, et c'est devenu tout de suite, entre des promotions où on était 45, et puis des promotions où on est plus de 100, où il y a des gens qui viennent de l'extérieur et autres, ça ne peut pas être dirigé non plus de la même façon. Hein. J'étais bien d'accord avec ça. Mais c'est vrai que là, il y a eu pas mal de débats. Des gens comme Michel Charles ou Jean-Pierre Lefebvre n'étaient pas favorables à la départementalisation, comme on disait. Et alors pour ce qui est d'une autre, là évidemment je peux en parler puisque c'est un petit peu moi qui l'ai créé d'une certaine façon, hein, j'étais le premier directeur. Les directeurs Marianne Bruguère et Étienne Guyon m'avaient demandé de mettre en place la chose et de trouver un directeur. Alors j'ai cherché, j'ai proposé ça à plusieurs personnes qui n'ont pas voulu, parce qu'ils étaient trop pris par ailleurs, qu'ils avaient déjà d'autres responsabilités, que diriger un département de l'école, bon, ça leur plaisait, mais sans plus. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais après tout, je ne veux pas rester directeur de la recherche et des études éternellement. Moi, ça m'intéresse, je suis à la fois littéraire et archéologue, à la fois littéraire et historien. Donc, créer un département dont le but, c'était de réunir les deux, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de très très intéressant. Et donc, finalement, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas ça et pourquoi je n'en prendrais pas la direction si les autres sont d'accord. Et les autres ont été d'accord. Et donc, au début, vraiment, il a fallu le faire fonctionner. Et c'était Philippe Hoffmann qui dirigeait donc, le CEA ici, et puis Christian Père qui dirigeait l'archéologie. Donc, chaque semaine, on se réunissait tous les trois dans mon bureau pour voir les différents problèmes, parce que je crois que c'est toujours comme ça, d'ailleurs, certains me le disent, c'est difficile d'arriver à faire travailler ensemble des gens qui sont dans des domaines différents et qui sont habitués. Même la question des locaux était importante. C'est pour ça que je voulais absolument qu'il y ait des gens de l'archéologie qui viennent en bas et vice-versa. Même si du point de vue de la structure de la recherche, on est dans le même groupe, ça reste difficile à faire fonctionner. Les approches changent, les méthodes changent, effectivement. Il y a toujours pourtant, les individus ont complètement changé, puisqu'il y a peut-être François Bérard encore, mais la plupart, Christian Père. Mais Christian Père, lui, était assez d'accord, d'abord parce qu'il était latiniste aussi et qu'il il faisait des cours d'agrègue en latin, il faisait du thème latin aussi, donc là on avait vraiment des points communs. C'est pas toujours facile de trouver ça. À partir du moment où le département des sciences de l'Antiquité devient un département, les élèves qui s'inscrivent sont de quel ordre à l'époque? Pour les effectifs? Oui, pour les effectifs. Je pense qu'au début, vous savez que ça change chaque année, comme vous le savez, parce que ça dépend un peu des résultats du concours.
on devait bien avoir une trentaine d'étudiants qui choisissaient le département. Mais par ailleurs, il y avait tous ceux qui venaient suivre des cours, aussi bien en archéologie que ici, mais qui n'étaient pas rattachés administrativement au département des sciences de l'Antiquité. Mais oui, on a eu un conseil scientifique de département 2 ou 3 années, et je crois qu'à ce moment-là, j'avais fait faire des listes, et il devait y avoir en tout 60 à 70 noms qui apparaissaient. Qui apparaissaient. C'était donc un département... Quand je dis 30, j'ai eu tort de dire ça comme ça. Au départ, il peut y en avoir 30 chaque année. C'est-à-dire que sur l'ensemble, ça en faisait beaucoup plus. Évidemment. Mais 30, ça a quand même dû être le maximum. Et après, ça a dû baisser assez vite quand même. Mais donc, on avait des effectifs qui étaient très, très importants. Hein. Très importants. Ouais. Mais je pense que le département à l'époque, c'était peut-être le département le plus important, avec plus d'aura que tous les autres. Je pense que l'histoire devait être à peu près pareille. Mon histoire, c'était un assez gros département aussi. Hein. Mais on était effectivement un des plus gros départements, parce qu'il y avait la tradition de lettres classiques qui n'était pas perdue à ce moment-là. Elle ne l'est pas d'ailleurs. Hein. Je crois qu'ils sont encore assez nombreux. Hein. Je crois qu'ils peuvent être une douzaine ou une quinzaine encore sur certaines années. Hein. Mais à l'époque, vous bénéficiez, je crois, d'une aura qui n'est plus la même pour le département. Au sein de l'école. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible parce que c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que dans ce qui a changé, il y a eu aussi non seulement une explosion au point de vue du nombre des personnes qui travaillent ici, du nombre des élèves, du nombre des profs, etc. Et puis il y a des disciplines qui n'étaient pratiquement pas représentées au départ. L'histoire de l'art, des choses qui... et aussi sans parler des départements qui sont, je dirais, à la limite entre les lettres et les sciences. Donc effectivement, maintenant, il y a l'économie et la sociologie, je pense, ont dû se développer un petit peu par rapport à... Encore que le concours BL existait déjà, et donc il y avait quand même pas mal d'élèves qui se spécialisaient déjà en économie et en sociologie. Et dans le département des sciences de l'Antiquité, la place de PPM, c'était laquelle? C'était un collègue, c'était un bibliothécaire, c'était... Enfin... Je ne sais pas quand il a... Alors, je ne sais pas quand il a commencé à faire des cours de paléographie, mais à mon avis, il devait déjà en faire quand je suis arrivé. J'aurais pu me souvenir maintenant exactement, mais je pense qu'il devait déjà faire des cours de paléographie. Donc là... même s'il n'était pas rattaché au département, puisqu'il était encore directeur de la bibliothèque, il jouait un rôle important, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cours de paléographie, je dirais même à Paris, hein, non seulement. Donc il avait des étudiants qui venaient aussi beaucoup de l'extérieur. Donc ça, de ce point de vue, c'était important. Et nous, même s'il n'était pas officiellement, je ne me rappelle même plus maintenant, nous on le considérait comme un membre à part entière, parce que par exemple dans les réunions, il était toujours convoqué, hein, comme nous, et il prenait la parole, il votait au même titre que nous. Peut-être que si on avait voulu faire casser certaines choses, on aurait pu dire « ah mais non ». Mais ça se passait comme ça. Dans les commissions de spécialistes pour élire, on l'a toujours mis, Petit Mangin. Donc il était vraiment pour nous considéré comme un enseignant à part entière. Et donc en tant que prof de paléographie, là il jouait vraiment un rôle important. Ça c'était le premier point. Et le deuxième point, alors c'est plutôt un peu dans l'autre sens, moi en tant que directeur, j'ai toujours fait en sorte que... on consacre une partie de notre budget, disons documentation, à la grande bibliothèque. Hein, il y avait toujours on abondait un petit peu, bon ça ne représentait pas grand-chose par rapport à l'ensemble du budget naturellement, mais en tout cas on faisait toujours en sorte de donner une partie de notre budget pour que, entre autres, c'était un peu intéressé aussi, mais pour que certaines revues
qui auraient pu disparaître, soit conservées ou au contraire soit achetées alors qu'elles ne l'étaient pas ou ne l'étaient plus depuis un certain temps. Et je me rappelle, il y a eu en particulier la revue Archaeologia Classica que maintenant on a régulièrement, qui avait été arrêtée. Il y a eu une époque, vous avez dû connaître ça, oui. où alors les revues, moi je sais quand j'étais à Grenoble, on demandait aux gens de mettre une croix quand ils consultaient la revue. Évidemment, les revues d'antiquité par rapport à d'autres, et au bout d'un certain temps, on faisait disparaître les revues. Et dans ce type de marché, en quelque sorte, vous discutiez avec Pierre Petit-Mongeant en tant que directeur de la bibliothèque? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, en fait, vous faisiez une politique en commun, c'est ça, oui, le département, le directeur du département, oui, travaillant mais c'était avec quand même, le directeur de la bibliothèque. Comme je disais, par rapport à l'ensemble de la bibliothèque, c'était quand même quelque chose d'un peu anecdotique, hein, quand même. Mais bien sûr, ça allait de soi, puisque je me rappelle, ça m'est même arrivé peut-être pour cela, mais dire, mais c'est étonnant, on a arrêté la revue en question. Il m'a dit oui, on ne peut plus, etc. Donc j'ai dit mais si nous, et c'est reparti comme ça. Et puis il y a eu la création de la bibliothèque d'archéologie, qui a changé un petit peu les choses, puisque donc là, on a eu quand même pas mal d'argent au début. J'en étais très heureux, parce que j'ai vraiment contribué à trouver les locaux là, pour la bibliothèque d'archéologie. Et donc là, ça a été quelque chose d'important, aussi pour certaines revues. Il y a quand même plusieurs revues d'archéologie qui sont là maintenant. C'était une demande des archéologues, la création de la bibliothèque? Elle existait depuis toujours, mais sans avoir de local vraiment. Et donc, chaque équipe de recherche qui participait du laboratoire d'archéologie apportait des bouquins. Mais ces bouquins, ils étaient trimballés. L'archéologie a été dans l'ancienne infirmerie, elle a été au sous-sol ici, au sous-sol là-bas, et donc à chaque fois, on trimballait tous les livres comme ça. Donc à un moment donné, on en a eu quand même pas mal, j'ai oublié les chiffres maintenant, mais c'était pas négligeable. Je connaissais bien les chiffres parce que la numérisation, ça n'a pas été simple. Là, vraiment, ça a été... Donc, je faisais des comparaisons avec d'autres bibliothèques en disant c'est quand même bizarre, eux ils y sont arrivés et nous on n'y arrive pas. C'est un peu étonnant. Et donc, on avait déjà pas mal de livres et donc là on a continué. Et c'est une petite bibliothèque qui marche bien, mais il faut avoir aussi le personnel pour la faire marcher. C'est pas une chose évidente non plus. Je le sais parfaitement. Et il y a eu aussi certaines ambitions venues d'ailleurs qui voulaient, vous savez, qui voulaient regrouper toutes les bibliothèques d'archéologie de Paris dans une même bibliothèque. Et là, on a dû un peu résister. Bon, à tort ou à raison d'ailleurs, mais chacun. À quel moment? Je ne connais pas du tout cette page de l'histoire des bibliothèques. Je dirais il y a une quinzaine d'années. C'était au moment de la création, je pense, de l'INHA. D'accord. Et c'était mon petit camarade Alain Schnapp qui aurait volontiers mis la main sur notre bibliothèque. Mais je reconnais en même temps que dans certains cas, peut-être que du point de vue justement du personnel, ça aurait facilité un peu les choses aussi. Mais moi je suis très content qu'elle soit ici et d'autres avec moi. Oui, ce principe des bibliothèques de laboratoire, de toute façon, oui. est un principe pour un établissement comme le nôtre qui oui, non, mais c'est parce que quand même, énormément. On avait quand même la grande bibliothèque à côté, laboratoire de l'école littéraire, et donc c'était important d'avoir ça. Et donc vous qui avez connu d'autres bibliothèques comme celle de l'école française de Rome, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour ce qui est de la bibliothèque des lettres par rapport à d'autres bibliothèques? Est-ce que vous avez jamais, il vous est arrivé de comparer, par exemple, de vous intéresser à ce sujet-là? Oui, forcément, parce que
D'abord, la bibliothèque de l'École française de Rome, elle est dans des locaux, là où vous me parliez du caractère historique de certaines salles ici. Là, au Palais Farnèse, c'est pas mal. Hein. Là, mais cela dit, la bibliothèque de Rome était pour nous, enfin pour moi par exemple, plus importante pour les collections archéologiques, et en particulier pour tout ce qui touchait l'Italie. C'était normal puisqu'on était en Italie, donc j'avais beaucoup plus de moyens pour travailler là-bas qu'ici, mais c'était normal, hein, je veux dire, j'en faisais pas, c'était pas une critique vis-à-vis de l'école, sinon pour le reste, c'était à peu près pareil. Il y a encore moins de monde dans la bibliothèque du Farnèse, c'était parfois un peu sinistre même d'ailleurs, enfin, bon, ça permettait de travailler dans de bonnes conditions, puisqu'il y avait essentiellement nous, les membres, et puis, quand j'y étais à l'époque, quelques chercheurs, quelques étudiants étrangers, italiens, elle n'était pas très très ouverte encore à ce moment-là. Maintenant, je crois qu'elle l'est beaucoup plus. C'est normal, enfin, comme toutes les bibliothèques, de toute façon. Est-ce que vous avez des collègues, des enseignants, chercheurs avec qui vous avez collaboré et qui vous ont marqué, avec lesquels vous vous êtes liés d'amitié intellectuelle? Oui, ici, il y a eu... je citais Christian Père tout à l'heure, donc quand même Christian Père qui a été notre prof d'archéologie, qui était un professeur très autoritaire quand on était jeune, et puis qui est devenu un ami après, parce que bon, un collègue et ami quand même après. Il y avait Philippe Hoffmann, hein, dont je parlais tout à l'heure. C'était un peu, j'ai beaucoup travaillé avec Philippe Hoffmann quand je suis arrivé ici, puisque c'était lui qui avait créé le centre d'études anciennes ici, et donc moi. Il a été très, très gentil parce que je débarquais un petit peu, hein, là, comme ça, pour chapeauter l'ensemble. Et donc on s'est très bien entendu, mais je le considérais à égalité. Hein, pas du tout, il y avait pas de... Je crois pas qu'avoir fait sentir des rapports d'autorité à quelqu'un quand je travaillais ici avec eux. Sinon c'était... oui, alors, là-haut, il y a quand même une équipe d'étruscologie depuis longtemps, et donc, en particulier, Dominique Briquel, que je connais depuis toujours, depuis l'école. Et donc là, quelqu'un avec qui on s'est croisé en permanence depuis 50 ans. Donc, là, oui. Juste une petite question encore. Est-ce que les bibliothèques vous servent encore aujourd'hui pour vos recherches? La bibliothèque ? Oui. Ah oui, bien sûr. Vous la pratiquez, on vous voit très 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 souvent. Ah, moi je viens régulièrement. Un de nos lecteurs. Et maintenant je regarde les revues. Les revues, même si elles sont éclatées. Oui, absolument. Oui. Oui, j'aimais bien la salle des revues que Petit Mangin avait mise au point, ça c'est sûr, mais bon, on s'adapte à tout. Hein, donc maintenant je sais où sont les revues et donc je les trouve aussi. Non, bien sûr, oui, pour moi c'est essentiel. Non, il y a quand même beaucoup de livres, même si, au point de vue étrusque, il n'y a pas tout, mais entre la bibliothèque d'archéologie et puis la bibliothèque là-haut, je n'éprouve pas le besoin d'aller très souvent ailleurs. J'ai des camarades qui passent leur temps, qui veulent absolument aller à Rome en permanence. Ça ne me paraît pas absolument nécessaire. Et Rome exerce une fascination sur... J'ai des camarades qui auraient vendu père et mère pour pouvoir faire leur carrière à Rome ensuite, mais ce n'était pas mon cas. Moi, j'étais très content de rentrer, même si j'adore l'Italie, et j'y vais souvent, mais j'étais très content de rentrer, et j'étais très content d'être en France. On va passer à ce qu'on fait à la fin de ces entretiens, un petit questionnaire de Proust en quelque sorte. Un mot pour définir vos années d'études à l'ENS. Mes années d'études à l'ENS,
Écoutez, elles ont été très intéressantes, mais je veux dire surtout centrales si j'avais pas été ici, et donc être ici, ça voulait dire quand même suivre quelques études ici, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait. Je serais jamais je serais pas parti à Rome, et je serais sans doute même pas devenu un enseignant-chercheur, et donc j'aurais peut-être pas fait de recherche. Hein. Je vous disais tout à l'heure que j'étais prêt à partir dans un lycée parisien après mon service militaire, et donc là après je sais pas du tout ce que j'aurais fait. Il a fallu aussi toute une série de coups de chance un petit peu pour le faire, mais c'était parti de l'école. Si j'avais pas réussi le concours de l'école, peut-être que je serais devenu un bon professeur de Cagne à Lyon, où je serais volontiers retourné à un moment donné. Donc c'était central. Central. Ouais. Et pour Pierre Petit-Mangin, un mot pour le définir. Un mot pour Pierre Petit-Mangin. Alors ça c'est vraiment la question qui tue. Alors là, non, je dirais quand même là, parce qu'il faut être sérieux un petit peu. Il y a quand même 2 points, et le deuxième, je l'ai quand même découvert encore plus récemment là, en partageant son bureau quand même, parce que là, du coup, on n'a pas parlé de ça, mais parce que c'est un peu en dehors, mais ça c'est quand même important. Un érudit, mais un érudit un peu pince sans rire. Et ça, c'est pas forcément un côté qui est très connu de Petit-Mangin, mais quand on le fréquente assidûment, ça apparaît quand même, et ça c'est très agréable. On peut plaisanter avec Petit-Mangin, contrairement à ce que beaucoup de gens, et contrairement à ce que j'aurais sûrement pensé quand j'étais élève, justement. Ouais. On peut parler un tout petit peu parce que nous avons la possibilité de monter, si vous voulez. Effectivement, c'est un aspect très intéressant, parce que vous l'avez mieux connu en partageant le même bureau. On peut parler, si vous avez des choses à dire pour ce qui est de ce côté-là. Non, je peux pas en dire plus, parce que on se voit pas très souvent ni très longtemps, mais c'est plutôt des petites remarques qu'on fait en passant sur quelqu'un, sur une situation, et c'est ça qui est drôle. Enfin, il m'apprend des choses parce qu'il connaît quand même encore toujours mieux l'école que moi, où j'ai pris un peu de recul quand même maintenant. Mais donc, dans les échanges qu'on peut avoir, il y a à la fois il connaît à la fois beaucoup de choses. Il est érudit parce qu'effectivement, c'est quelqu'un à qui on peut demander un renseignement sur un point précis. Et je pense et la plupart du temps, il est capable de le donner. Et puis, mais en même temps, avec avec quand même un esprit de plaisanterie de temps en temps que tout le monde ne connaît pas. Moi, c'est ce qui m'a frappé les derniers temps. Je suis pas devenu un ami de. Ouais, alors, je sais pas si je dis humour. Oui, mais c'est pour ça que je disais pas sans rire, parce que les petits côtés, il est capable d'une formule. C'est un peu ces formules orales peuvent être un petit peu comme ces comptes rendus de petits conseils dont je parlais là, une expression là, une formule, hop, qui frappe tout de suite et qui correspond bien à la situation. Et tout ça avec un mélange parfois de latin, d'italien et autres. Là, c'est un peu la complicité parce que Vous avez prononcé le mot ami. Oui, non, je disais, c'est pas un ami, c'est pas quelqu'un avec qui je suis sorti en dehors de l'école, et donc c'est pas. Mais avec des relations amicales. Un mot reflétant votre expérience à la Bibliothèque des Lettres? Je ne sais pas, j'ai dit intéressant tout à l'heure, je ne veux pas dire passionnant, parce que ce serait mais pour moi, c'est devenu aussi un instrument essentiel. Donc, c'est un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'école. Je peux pas distinguer maintenant l'école de la bibliothèque. Je les ai distingués au début, quand j'étais conscrit,
parce que la bibliothèque, c'était fait pour des gens sérieux, pas pour des rigolos comme moi. Mais maintenant, pour moi, l'école, c'est d'abord la bibliothèque. Comme beaucoup d'archicubes, quand on vient ici, on vient à la bibliothèque. Je ne viens pas à la bibliothèque pour discuter, je viens à la bibliothèque, même si ça m'arrive de discuter, mais je viens à la bibliothèque pour travailler, pour consulter des œuvres, et surtout pour en trouver, parce que c'est vrai que le système qui existe ici permet de fureter à droite et à gauche et de trouver plus que... D'autant plus que moi, j'appartiens à une génération qui n'a pas encore une pratique de l'informatique totale. Bon, je sais faire, mais si vous voulez, pendant longtemps, les nouveaux bouquins qui arrivaient, je les regardais sur les feuilles, à l'entrée de la bibliothèque. Bon, maintenant, il n'y en a plus. Sur les feuilles de nouveautés. Voilà, les feuilles de nouveautés. Donc maintenant, quand même, je ne suis pas totalement dépourvu, je vais regarder sur le site Allais. Mais c'est vrai que pour les revues, par exemple, je continue à aller directement dans les salles, comme ça, pour les voir et de regarder les listes qui sont imprimées. Un lieu que vous préférez à l'ENS ? Alors, un lieu que je préfère à l'ENS, j'aurais volontiers dit ici, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de cours ici, et organisé beaucoup de réunions quand j'étais directeur du département. Donc, c'est vraiment un endroit qui, pour moi, était vraiment un endroit clé. Alors, je dirais peut-être aussi, peut-être un peu plus, mais j'y vais moins maintenant, l'Archéochapelle, c'est-à-dire complètement au-dessus, dans la mesure où... là, j'ai vraiment contribué à le faire. C'est un jour, j'ai convaincu Étienne Guyon. On discutait là dans le jardin autour du bassin des Ernestes. Et je lui ai dit, mais écoute, pourquoi est-ce qu'on ne regrouperait pas tous les archéologues au même endroit au 3e, comme ça a été fait pour les historiens de l'autre côté. Et bon, tu n'y penses pas, c'est pas possible, ces locaux sont occupés par... Et puis, j'ai bien vu qu'à la fin, et puis quelques jours après, il m'a dit, bon, on peut aller là-haut pour voir un peu, etc. Et puis c'est parti comme ça. Et donc, moi, j'ai assisté à toute la rénovation des locaux, et la mise en place des locaux, avec Guy Lecuyot, qui est l'architecte dessinateur que je connaissais bien. Et donc, pour moi, c'est un peu un lieu, quand j'y vais, je pense quand même que j'ai un peu contribué, comme pour la bibliothèque, dont je peux beaucoup dire, j'ai un peu contribué à mettre ça en place à une époque où, de toute façon, plus personne ne le sait, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Et si je vous disais un moment préféré dans votre parcours ? Un moment préféré dans mon parcours lié à l'école quand même, vous voulez dire. Comme vous voulez. Bon, je crois que c'est quand même quand j'ai pris la direction du département ici. Parce que là aussi, c'était quelque chose que je crée. C'est curieux, mais j'ai été le premier directeur de la recherche et des études. D'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup après. Et j'ai été le premier directeur du département. Et donc là, prendre la direction du département, c'était vraiment c'était important. D'abord parce que je m'étais consacré à ça depuis un certain temps, comme je vous le disais, que j'avais trouvé personne et que petit à petit, je me suis convaincu qu'il fallait y aller. Parce que nos directeurs voulaient absolument que ce département soit en place. Il devait y avoir le département de sciences sociales à ce moment-là, et puis c'est tout. Donc ils voulaient lancer la machine, et disaient, mais là quand même, la poire est mûre, si je puis dire. Moi, elle n'était pas pas si mûre que ça, mais enfin bon. Ça a été vraiment, vraiment intéressant. Mais bon, il y a d'autres moments
importants, des moments terribles aussi. Pour la grecque, par exemple, on n'en a pas parlé, mais j'ai eu comme sujet de leçon un truc épouvantable. Moi, je suis très indulgent avec les agrégatifs, qui était le vers d'Agrippa Dominier. 6 heures, le vers d'Agrippa Dominier, il n'y avait pas de bibliographie, il n'y avait rien. Et alors, j'ai passé mon temps à penser à autre chose qu'à travailler, parce que un des enseignants ici en français, un des Caïmans, l'avait traité, même rapidement, quelque temps auparavant, mais je n'étais pas là parce que je faisais un match de foot avec l'école. Et donc, j'ai passé mon temps à me dire « mais quel idiot, vraiment, le sport te perdra ». Et j'ai eu une très mauvaise note. Voilà, donc c'était un détail au passage, mais pas mal de petites choses comme ça. Là. Si vous deviez poser une seule question à Pierre Petit-Montjean, ce serait laquelle? J'ai déjà dû le poser peut-être. C'est comment, parce que c'est une question qu'on se pose tous quand même dans ces cas-là, c'est comment est-ce qu'il voit la bibliothèque et ses transformations depuis qu'il est parti? Comment il la voit vraiment? Je sais pas. On va la garder, cette question, on va lui poser lorsqu'on va l'interviewer. Et une dernière question que je vous pose, comment vous voyez les transformations de l'école normale? Oh, je le vois comme un vieux monsieur qui se dit qu'il faut bien que tout change, ouais, pour que rien ne change. Justement. Non, mais c'est vrai, bon, maintenant je suis... c'est un peu trop compliqué finalement, et puis il y a d'autres choses qui m'intéressent plus à la limite. Je suis incapable maintenant de voir, enfin je parle avec beaucoup de Caïmans quand même, hein, encore. Tout à l'heure, vous me parlez des rencontres faites ici. C'est aussi avec Jean-Pierre Lefebvre, avec Pétillon, que malheureusement là, on ne voit plus maintenant, et avec Michel Charles, qu'on voit moi aussi. Là, j'ai eu des conversations intéressantes avec des Caïmans qui n'étaient pas forcément des Caïmans de mon domaine. Hein. C'est sûr. Hein, ouais. Ou Baudelot, hein, aussi, pour prendre une autre... Ou les scientifiques. Là, on n'a pas parlé des scientifiques, mais j'ai eu beaucoup d'amis scientifiques par le sport. Je ne faisais pas que du foot, hein, je faisais aussi d'autres choses. Et les scientifiques, enfin, on prolonge parce que justement, on ouvre des petites fenêtres qui montrent des panoramas nouveaux. Les scientifiques avaient la même perception de l'école que vous? Non. Il y avait Non, alors les scientifiques que je connaissais, c'est peut-être ça aussi, c'était surtout des physiciens. Donc ils travaillaient en laboratoire. Je connaissais quelques matheux, mais moins, parce que les matheux sont peut-être plus proches de nous, hein, les physiciens. Mais eux, ils travaillaient en laboratoire, donc ils faisaient leurs manips dans les laboratoires, et donc c'était pas du tout les mêmes. Et leur perspective, eux, c'était plus éventuellement le CNRS, avant d'autres choses. Donc l'école... et puis c'était compliqué parce que eux, ils travaillaient avec des gens qui n'étaient pas forcément des profs de l'école, qui étaient des gens de passage aussi, qui étaient dans un laboratoire à côté, et donc ils étaient beaucoup moins, je dirais, repliés sur la maison qu'on pouvait l'être nous, surtout à une époque où on était peu nombreux et où il y avait quand même moins de choses extérieures. Très bien. Un grand merci. Mais je vous en prie.